Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire exceptionnel Tisio. On est très heureux de vous accueillir. Alors, avant toute chose, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que tout va bien côté son? Est-ce OK pour vous? Il semble que oui, apparemment tout est bon. Parfait. Je me présente rapidement, je suis Christophe Fruitier, le gérant de la société Tisio, et très heureux de vous accueillir dans ces webinaires de Tisio Club, avec un webinaire un peu particulier aujourd'hui, puisque on a la grande chance d'accueillir notre recordman Quentin Debois, qui a battu donc le record du monde de la traversée de l'Atlantique en mini 650 et pas que. Et son coach mental Victor Dehaze, coach pour les athlètes, mais également pour les dirigeants et les entrepreneurs, un coach PCC-ICF, donc deux personnes qui vont nous faire découvrir l'envers du décor d'une rencontre, d'un record du monde. Et vous avez vu quelques images qui est plus qu'impressionnant. Alors, en un mot, pendant que Victor et Quentin, qui sont en face de moi, se préparent, en un mot, qu'est-ce que le Club Tisio et les webinaires que nous réalisons dans ce cadre? Le Club Tisio se veut être un club pour les professionnels de l'accompagnement, pardon, que vous soyez coach, que vous soyez euh, consultant, que vous soyez tout simplement aidant pour des personnes et que vous accompagnez au quotidien, peu importe votre secteur d'activité. On s'est rendu compte au travers de notre activité Tisio que l'ensemble des accompagnants avaient besoin d'échanger sur leurs pratiques et pas uniquement cloisonner par secteur d'activité, mais au contraire d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait dans les autres secteurs, mais aussi, pourquoi pas, à l'international. Alors ici, on est à Liège, en Belgique, pas loin de la gare de Liège, la fameuse gare Galatrava, que je vous invite vraiment à découvrir. On remercie au passage Silver Square et Startit CBC qui nous ont permis d'héberger notre studio aujourd'hui. Nous sommes donc à Liège, mais vous, participants à ce webinaire, êtes majoritairement français. On a également la chance d'avoir des Québécois et des Suisses et également quelques pays africains. Donc la francophonie est réunie aujourd'hui et c'est très bien. On disait justement avec Victor et Quentin en préambule de ce webinaire, et on vous l'avoue, on est un peu stressé parce qu'il y a beaucoup de participants, mais pour l'instant tout se passe bien. On disait que notre volonté pour ce webinaire, c'était avant tout de la convivialité, un moment de partage et évidemment que vous appreniez quelque chose, donc professionnel et clarté. Voilà pour cette petite introduction. Je regarde en face de moi. Il me semble que Quentin et Victor sont prêts. Donc je vais tout de suite leur passer la main à vous, Quentin et Victor. Merci beaucoup, Christophe. C'est un vrai plaisir d'être ici avec Quentin pour parler de cette belle aventure qu'on vit ensemble depuis quelque temps. Aujourd'hui, on veut vous emmener dans des histoires de coaching qui sont liées à des séances qu'on a vécues. Euh, on en a beaucoup. En tout, on en a déjà identifié une dizaine d'histoires qu'on a vécues ensemble avec des séances spécifiques. On en a sélectionné 5 qu'on emmène aujourd'hui, mais malheureusement, on va que pouvoir en présenter 3 à cause du temps. Donc il y aura tout un système où vous allez pouvoir voter pour une histoire parmi 3 dans les commentaires que vous aimeriez avoir. Donc il y a 2 histoires qu'on va vous raconter, voilà, qu'on a préparées et qui sont au menu. Et puis vous avez le choix du dessert. Vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez comme troisième histoire parmi 3. Voilà, c'est le format qu'on voulait vous proposer pour que ce soit aussi un peu interactif et que vous puissiez co-créer ce moment avec nous. Je suis vraiment heureux d'être ici avec Quentin. C'est la première fois qu'on le fait comme ça. Donc voilà, nous, on a cette idée, cette image, toi qui avais amené le feu de camp. Voilà, on aimerait bien être autour du feu de camp avec vous aujourd'hui et partager des histoires. Pour commencer, on va peut-être se présenter.
on a décidé de le faire un peu différemment. On va se présenter l'un l'autre. Et vu que j'ai commencé à parler, je vais passer le mot à Quentin. Quentin, c'est à toi. Merci Victor. Très heureux d'être là et on est vraiment dans cette intention de partage. C'est la façon dont on a réfléchi à ce webinaire. On a envie de partager ces histoires-là avec vous. Alors pour présenter Vic très rapidement, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Et Victor a vraiment été une constante dans ce projet de course au large et de record du monde. Ça a été, je pense, un fil rouge. C'était la personne de l'équipe qui a pas varié sur les 3 dernières années. L'équipe a beaucoup bougé, sauf Victor. Donc vraiment le fil rouge. Et alors, pour décrire un peu le travail que Victor fait, ce qu'il fait principalement, c'est qu'il aide à gagner en clarté sur le pourquoi on fait les choses, sur les motivations profondes, sur les doutes aussi, en clarté sur les barrières mentales qu'on se met et pourquoi on se les met. Et Victor ne donne pas de conseils, il pose des questions, il creuse et il arrive à faire en sorte qu'on trouve ses propres solutions. Et une chose qui me frappe avec le travail de Victor, c'est que des résultats qui sont impactants directement. Il y a toujours des solutions qui sortent à la fin d'une session, qui vont être utilisables, effectives dès la fin de la session. Et ce qui est assez fort, c'est que une session avec Victor, elle se fait de façon très fluide, très naturelle. Il arrive à créer cette atmosphère-là naturelle, fluide. Mais sans qu'on s'en aperçoive, en fait, c'est très structuré. Il y a une méthode vraiment hyper efficace là derrière. Et c'est ce qui va permettre de sortir d'une session avec des solutions efficaces, utilisables directement. Et alors, deux petites choses que j'ai envie de dire aussi à propos de Victor, c'est un, il a une marinière. Et en fait, cette marinière, il la porte à chacune des sessions de coaching et il ne la porte que pendant les sessions de coaching. Et en fait, je pense qu'une des raisons derrière ça, c'est que Victor, il a plusieurs vies. Il fait énormément de choses différentes et chacune de ces choses-là, il les vit de façon très intense. Et ça, je pense que c'est un atout dans son travail de coaching. Et la marinière, c'est le moment où il prend intensément et rentre intensément dans son rôle de coach. Et la deuxième chose, c'est que dans son bureau, et je vois ça souvent quand on fait une session en visio, derrière lui, accroché au mur, il y a une planche de skateboard qui est cassée en deux. Et en fait, c'est une planche de skateboard de Victor. Et pour moi, ça dit deux choses. La première, c'est que Victor est quelqu'un qui sait ce que c'est le risque physique. Il fait du surf, il fait du skateboard, il fait du snow, il a fait du rugby. Et je pense que ça, c'est aussi un atout important dans son rôle de coach, de savoir ce qu'est le risque physique. Et la deuxième chose que ça dit, c'est que c'est sa façon de voir la vie. Accroché à son mur, cette planche de skateboard, c'est un apprentissage qui est accroché au mur, c'est pas un échec. Ah, merci. C'est c'est touchant que tu aies parlé de cette planche de skateboard parce que c'est vrai que moi, ça représente beaucoup de choses pour moi. Moi, je vais vous présenter Quentin. Quentin, vous le connaissez comme skipper au large. Euh, il a aussi été pendant 15 ans, et il l'est toujours quelque part, entrepreneur. Et moi, c'est la définition même d'un challenger. Un challenger, pour moi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient pas du milieu, qui n'a pas été prédestiné à faire de grandes choses, qui n'a pas été groomé à faire de grandes choses dans un certain milieu, qui a fait d'autres apprentissages, qui a peut-être eu d'autres étapes dans sa vie et qui à un moment arrive et qui va challenger, qui va remettre en question certaines choses dans un domaine. Et Quentin, il a challengé le milieu de la voile, pas pour rire, là, ces dernières années. Il s'est challengé très fort lui-même. Et aujourd'hui, c'est très beau de voir les résultats que ça lui a apporté. J'ai aussi envie de vous partager trois choses très spécifiques à propos de sa manière d'opérer. Euh, il y a trois choses qui m'ont frappé depuis qu'on travaille ensemble. La première, c'est son orientation et son alignement avec les valeurs. D'ailleurs, on le voit, ses sponsors, ils les portent littéralement sur le cœur. Le drapeau belge, il le porte sur le cœur parce que c'est hyper important pour lui. Une anecdote,
voilà, ça n'a pas été facile de trouver le premier sponsor, mais après qu'il ait trouvé le premier sponsor, en une fois, il y en a un deuxième qui arrive, même un assez gros sponsor qui lui dit, moi je veux bien, mais je veux prendre tout le projet. Et du coup, Quentin, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, d'un côté, il y a un sponsor qui a mis un bon ticket, mais qui ne couvre pas tout le projet. Et de l'autre côté, il y a un sponsor avec un gros nom qui vient pour sponsoriser tout le projet, mais qui veut l'exclusivité. Et là, Quentin, il s'était déjà engagé avec son premier sponsor. Il avait déjà créé des liens, il s'était déjà aligné sur les valeurs du projet avec le premier sponsor. Et c'était très important pour lui de ne pas déroger à ça et du coup de continuer avec la première personne qui a cru en lui. Donc vraiment un alignement fort avec ses valeurs et je le reconnais, mais chaque fois qu'il parle de quelque chose, que ce soit sur le bateau ou dans le projet en global, il y a vraiment ce est-ce que c'est aligné avec ma valeur qui est hyper important. Deuxième chose que j'ai remarqué dans sa manière d'opérer et de faire, c'est euh, d'une manière ou d'une autre, il honore toujours ses engagements. C'est hyper important pour lui quand il s'est engagé. Et d'ailleurs, c'est une phrase que tu dis assez souvent. Je me suis engagé. Quand il s'engage sur quelque chose, eh ben, c'est vraiment important pour lui et il priorise d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, ces dernières semaines, on l'a beaucoup remarqué parce qu'il a eu beaucoup d'engagements ces dernières semaines, mais il a toujours réussi à honorer ses engagements. Et chaque fois que je vois ses sponsors ou son équipe, ils sont au final très contents parce qu'ils se sentent pleinement respectés dans leur travail et ils sentent que c'est important parce que lui, il fait sa partie du boulot. Et ça, c'est impressionnant parce que c'est un projet où il y a quand même vraiment beaucoup de dimensions, beaucoup de tenants et d'aboutissants. Il y a énormément de parties prenantes. Et d'arriver à jongler tout ça et vraiment ouais, tenir ses engagements envers chacun, c'est assez impressionnant à voir. Euh, la troisième chose, et c'est un peu en lien avec ça, c'est qu'il arrive à demander de l'aide. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Quentin, il fait partie d'une équipe de 7 personnes, d'une équipe qui marche parce qu'il a réussi à aller chercher des éléments et leur demander de l'aide, que ce soit pour la performance sur le bateau ou en dehors du bateau. Et ça, c'est ce qui fait que quelqu'un qui était un challenger et qui n'était pas prédestiné à avoir un succès dans un certain milieu, aujourd'hui a vraiment pu pousser la performance parce qu'il s'est entouré des bonnes personnes et il a réussi à demander de l'aide. Ça, c'est comme ça que je présenterai Quentin en quelques mots. On va passer à la présentation des histoires. Merci Vic. On a donc choisi trois histoires, enfin deux histoires qu'on va vous raconter, puis la troisième c'est vous qui choisissez. Et la première dont on a envie de vous parler, on l'a appelée Le vendeur et le skipper pro. Et ça c'est une histoire qui remonte à avril 2025, où on avait démarré ce projet de battre un record de l'Atlantique. Et là, on est en pleine phase de recherche de sponsors, parce que c'est par là que ça démarre, il faut financer ce projet. Et là, en fait, ça fait déjà près de 7 mois qu'on est en recherche de sponsors. Et il y a 0 euros, il y a 0 sponsor. Il y a déjà eu plus de 30, presque 40 rendez-vous qui ont été faits avec des sponsors potentiels, mais qui se sont soldés par des réponses négatives. Et là, il y a une deadline qui arrive dans un peu moins de 3 mois pour la préparation technique du bateau, pour être dans les temps. Et donc, ça devient vraiment super critique. Et le problème, c'est donc il y a ces rendez-vous qui tombent, mais j'arrive pas à closer, comme on dit. Ce que je fais pendant ces rendez-vous-là, je fais ce que j'ai toujours fait dans mon parcours entrepreneurial précédent. Je présente des prévisions de retombées médias, des prévisions de ROI. J'essaie de parler la langue de mon interlocuteur, la langue du marketeur que j'ai en face de moi ou du dirigeant d'entreprise. Et en fait, j'essaie de vendre comme j'ai toujours vendu. Et en fait, ce dont je ne me rends pas compte, c'est que je suis un peu coincé dans ce rôle de vendeur. Et donc, on fait une session axée là-dessus avec Victor. Par la force des choses, c'est une session qu'on fait en extérieur. Il faisait beau, on est parti marcher. Et en explorant le sujet, je remarque qu'il est vraiment. Il y a cette question de ça tombe pas, ça n'arrive pas. Moi, je lui pose, mais pourquoi est-ce que c'est important là maintenant pour toi que les euros tombent, que les sponsors tombent?
Qu'est-ce que ça va changer dans ta préparation et tout ça? Ah, bah là, je serai un skipper pro et je pourrais commencer à vraiment me préparer. Et au fur et à mesure qu'on explore, je remarque qu'il est vraiment bloqué sur ce: si j'ai l'argent, alors je serai un skipper pro. Et donc, en marchant, on est dans un parc, je lui demande, mais on va s'arrêter ici. Et aujourd'hui, la distance entre toi et le skipper pro, elle est de combien? Si tu devais la rendre physique là. Donc, on utilise l'espace physique pour commencer à travailler cette question de coaching, de bah, à quelle distance est-ce que tu es de la personne ou du rôle que tu as envie d'être. Et il le pose, je me rappelle, devant des escaliers, il le pose là, un peu plus d'une dizaine de mètres. Et je me dis, OK, là, tu es là ici. Et je lui pose la question, bah, qu'est-ce qui te manque pour arriver là? Et donc là, tout de suite, c'est le premier sponsor. Et donc, je lui demande, mais tiens, imagine-toi, tu as ton premier sponsor. euh, Qu'est-ce que ça change et combien de pas est-ce que tu es prêt à faire jusqu'au skipper pro? Et donc là, il fait quand même certains pas. Et puis on explore, bah, qu'est-ce qui manque maintenant? Et au fur et à mesure, on le rapproche de ce skipper pro. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il arrive et qu'en fait, il incarne et il prenne pleinement sa place dans le skipper pro avec tout ce qu'il a vécu pour l'amener jusqu'à être un skipper pro. Et, euh, et là, bah, je lui pose la question, OK, et maintenant que tu es là, maintenant que tu es dans cette position-là, qu'est-ce qui change pour toi? Et la grosse différence dont je me rends compte dans cette session-là, c'est que à partir du moment où il y a les premiers sponsors qui sont là, je peux vraiment me lancer dans le projet. Donc ça veut dire faire la préparation technique du bateau, m'entraîner. Ça veut dire commencer à planifier toute la logistique autour du projet. Et, euh, et ça, du coup, me mettre dans la peau de ce skipper qui a déjà commencé à son projet, à travailler sur la prépa technique du bateau, ça me fait incarner le skipper pro que je serai le jour où il y aura des sponsors. Et ce que ça fait comme résultat direct, c'est que quand je vais au prochain rendez-vous avec les sponsors potentiels, eh ben, j'y vais plus en tant que vendeur, j'y vais en tant que skipper. Et j'arrive, grâce à cette séance, à emmener les interlocuteurs que j'ai avec moi dans l'univers de la course au large, à leur parler non plus de retour sur investissement, de retombées médias, mais à leur parler de c'est quoi ce projet, à quoi ça va ressembler. On va faire la prépa technique du bateau, et puis il va y avoir des entraînements, et puis on va travailler les routages avec mon routeur, et puis on va descendre le bateau à Cadiz. Et je les emmène dans mon univers plutôt que finalement moi aller dans le leur. Et ça fait une énorme différence. Je me rends compte tout de suite dans les rendez-vous suivants. Il y a en fait, bah, il y a des petites étoiles qui s'allument dans les yeux des interlocuteurs, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je vous ramène à la séance, donc dans le parc où on vit cette séance. Euh, Quand il prend conscience, ah, en fait, faut que j'incarne ce skipper pro que je ressens là, euh, je lui demande, comment est-ce que tu pourrais t'en rappeler pendant tes rendez-vous? Tu vois, quel pourrait être un moyen pour toi oui, bah, de te rappeler, et de retrouver cette énergie, cette incarnation du skipper pro? Et là, tu tombes avec une bonne idée que tu emmènes dans tes réunions et qui change pas mal la donne aussi. Ouais, être sûr d'incarner le skipper pro à chaque fois que j'ouvre la porte d'une salle de réunion avec un sponsor potentiel. Et en fait, ce que je trouve, c'est de prendre avec moi une carte en papier, une carte marine, donc comme une carte routière, mais pour la mer. Et c'est la carte que j'avais emportée avec moi sur ma première transatlantique en solitaire et sur laquelle tous les jours, je marquais au crayon la position que j'avais pendant cette traversée de l'Atlantique. Et en fait, en amenant cette carte-là, et de facto, ce qui se passe, c'est que pendant la réunion, ben, systématiquement, j'ouvre la carte sur la table. Alors, c'est une grande carte, elle prend toute la table. Et puis, je montre aux sponsors potentiels, ben voilà, je vais partir de là, je vais aller jusque là. Là, ça va être un passage difficile. Et en fait, amener cette carte, moi, ça manquerait dans mon rôle de skipper. Et puis, en plus, ça me permettait d'amener finalement l'univers dans la salle de réunion. Il y avait des embruns dans la salle de réunion, il y avait des vagues, il y avait la mer. On sentait tout ça dans la salle de réunion. Et ça a fait vraiment une grosse différence. Et la preuve en est, 2, 3 semaines plus tard, on avait le premier gros oui
le premier partenaire, le partenaire principal du projet, Odigo, qui nous donnait une réponse positive. Donc je pense que ça a eu un énorme impact là-dessus. Donc, qu'est-ce que moi j'apprends de tout ça, de ce travail qu'on a fait ensemble? En fait, il y avait un blocage. Il n'était pas entièrement conscient, mais il y avait un blocage. Et pour un blocage, parce que tant que Quentin n'avait pas l'argent, il ne pouvait pas être le skipper pro. Et en l'emmenant au-delà du blocage, en l'emmenant à quoi ça ressemble, en le faisant incarner qui il serait après avoir traversé ces étapes, bah, ça lui a changé sa manière de réfléchir et d'agir et de voir son projet, d'interagir. Et ça, c'est valable pour plein de choses. Même pour moi en tant que coach professionnel. Quand il y a quelques années, je voulais signer mes premiers clients, je pouvais me dire, bah, je ne suis pas un coach pro tant que j'ai pas signé mon premier client et que je gagne pas d'argent en faisant du coaching. À l'inverse, c'est en incarnant, en étant un coach pro dans toutes mes interactions que j'ai peut-être convaincu mes premiers clients de signer avec moi. Et donc, dans n'importe quel projet, de se dire, en fait, quand j'ai des doutes de légitimité ou des blocages, quand j'aurai traversé ce blocage, qu'est-ce que j'incarne et comment est-ce que ça peut changer ma manière d'interagir pour que le blocage, en fait, il n'existe même plus dans ma manière de faire. Euh, voilà, ça c'était notre première histoire. Est-ce que tu as encore quelque chose que tu as envie de partager, de dire à propos de cette histoire? Non, non, je pense qu'elle est bien complète. Bien Bien comme complète. ça. Euh, Avant qu'on passe à la deuxième, je vous rappelle qu'il y a un vote pour la troisième histoire, pour le dessert de notre webinaire. Donc voilà, n'oubliez pas de voter pour. Et oui, laissez-vous porter par les titres. Je sais ils vous évoquent peut-être qu'ils sont un peu flous, mais Alors, laissez-vous porter par les titres. j'interviens 2 secondes pour vous dire que pour l'instant, Motivé, malgré le succès ou l'échec, est en tête. Ok, parfait. c'est une bonne histoire. Du coup, voilà, on va passer à la deuxième histoire qu'on vous raconte. Et la deuxième qu'on a choisi de raconter, on l'a appelée Rester concentré face à la ligne d'arrivée. Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est l'histoire d'une session de coaching avec Victor qui se passe en mer. En fait, c'est sur la dernière transatlantique, donc sur le record du monde ici il y a quelques mois. Ça fait 19 jours que je suis en mer, donc une grosse partie de la course qui est déjà faite, environ 3/4 du trajet. Euh, et à ce moment-là, il se passe un truc, c'est que je commence à imaginer l'arrivée. Ce n'était pas le cas les jours précédents, mais là, je commence à imaginer l'arrivée. On a de l'avance sur le timing, donc je l'imagine avec une victoire, j'imagine avec un record. Et puis, je commence à penser au confort que je vais retrouver à terre. Manger un vrai bon plat, dormir dans un vrai lit et pouvoir prendre une douche. Et, euh, et donc, je commence à me projeter là-dessus. Et là, le danger, et on le sait en course au large, c'est vraiment la perte de focus. Et c'est ne plus être en train de se concentrer sur ce qui se passe maintenant et comment faire avancer le bateau vite, mais plutôt imaginer son arrivée. Et donc, du coup, là, j'envoie un message à Victor. J'ai le Starlink sur le bateau, donc on peut communiquer assez facilement. Et je lui demande qu'on fasse une session parce que là, je sens que j'en ai besoin à ce moment-là de la course. Et, Et tu le sens, mais tu sais pas encore exactement pourquoi tu en as besoin. Il y a une perte de focus un peu, mais tu comprends pas exactement ce qui se passe. Parce que je me rappelle, au début, ça a quand même pris. C'était une séance assez courte, mais le début a pris un peu de temps. Moi, j'ai un peu souvent cette question de pourquoi est-ce que tu m'appelles? Enfin, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui, est-ce que tu as encore des conseils pour les derniers jours? Nanana. Et donc là, je vais vraiment explorer à quoi est-ce que tu remarques que tu es impatient, que tu perds du Mm. focus. Et donc là, il me parle de, bah, en fait, ça m'avait marqué, c'est euh, d'être sur le bateau, l'énergie mentale, le focus, il peut être sur faire des manœuvres, lire les cartes, enfin tout ce qui va faire avancer le bateau au plus vite. Mais il y avait un peu d'énergie mentale qui commençait à être consommée par l'arrivée, le confort, la pizza, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils mangent de la nourriture lyophilisée pendant 25 jours.
Donc, il y a un moment, c'est compréhensible qu'on a envie d'y être. Surtout que, et ça, faut pas oublier, le record était en vue. Enfin, c'était assez confiant d'arriver en dessous les 30 jours, les 27, 26 jours, c'était assez confiant. Mais, mais on est allé explorer, mais tiens, qu'est-ce qui se passe pour l'instant? Et surtout, en même temps, ça, tu as oublié peut-être de le dire, c'est tu avais. Ouais. On se rend compte, je pense la veille, que ça devient possible d'arriver en dessous des 25 jours, donc de faire la transatlantique en dessous des 25 jours, alors que l'objectif qu'on s'était fixé avant de partir, c'était que je la fasse en dessous de 27 jours. C'est l'objectif qu'on avait fixé avec l'équipe. Et là, on se rend compte que 25 jours, ça devient faisable. Et 25 jours, si je peux demander, en termes de performance, qu'est-ce que ça représente? En quoi est-ce que c'est différent de 27 jours? Juste en termes de performance. Et ça, c'est d'ailleurs une question que tu me poses. C'est un des enjeux de cette session-là. C'est que là, il y a deux choses qui peuvent se passer. C'est soit je me dis, bah, j'ai de la marge, c'est confortable, vu qu'on vise 27, et là, il y a même moyen d'être aux alentours, en tout cas, des 25 jours, donc tranquille. Je peux un peu lever le pied, préserver le bateau, plus obligé de se presser. Ou alors, se dire, mais en fait, est-ce que 25 jours, ce serait pas notre nouvel objectif? Et le souci, c'est, par contre, là, ce qui me manque, c'est le pourquoi. Parce que là, on était calé sur 27. Pourquoi 25 jours, ce serait important? Qu'est-ce que ça changerait? Donc, bah, moi, c'est exactement la question que je pose à Quentin. Qu'est-ce qui serait différent entre en dessous de 25 jours et donc 24 jours, 22 heures et quelques, et 25 jours, 6 heures et quelques? C'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça changerait? La réponse, elle vient pas tout de suite. Ça, On creuse un on peu. creuse un peu. Ouais. Mais il y a un moment où il y a ce truc de légitimité qui tombe. Peut-être que toi, tu peux prendre quelques moments pour expliquer qu'est-ce que ça représente pour toi. Ouais. Bah, en creusant, justement, je me rends compte que le pourquoi à 25 jours, ce serait un beau nouvel objectif et que ça aurait de l'importance. C'était au fond de moi, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et je pense que c'est la légitimité que ça pouvait avoir dans le milieu de la course au large. Donc auprès des autres skippers de course au large, auprès des gens qui sont impliqués dans ce monde-là. Euh, 25 jours, en fait, ça voulait dire une amélioration du temps de référence de 20%, parce que le record précédent, il était de 30 jours. Donc être en dessous un peu plus de 30 jours, être en dessous des 25 jours, ça faisait environ 20% d'amélioration. Et ça, en fait, ce dont je me rends compte, c'est que ça apporterait bah, une légitimité plus grande, une crédibilité plus grande dans le milieu de la course au large. Et ça, en fait, ça devient un pourquoi suffisant pour moi, pour qu'il y ait une vraie motivation qui se crée autour de cet objectif de faire moins de 25 jours. Et donc, ça peut devenir à ce moment-là, à partir de ce moment-là, un nouvel objectif. Et donc, moi, je lui pose la question, ok, et imagine, là, tu es arrivé en dessous de 25 jours, c'est quoi le temps exact qu'il y a sur le record officiel, sur le timer? Ouais. Donc, ça peut devenir un nouvel objectif, mais c'est pas encore un nouvel objectif. Et là, du coup, on s'aligne, je propose un temps et je dis 24 jours, 22 heures, 35 minutes, 10 secondes. Donc, Et même ça avait voilà. pris un peu de temps. Parce que je m'étais arrêté 24 jours, 22 heures. Tu dis, non, mais sois plus précis. Si tu vas exactement, c'est quoi le temps exact? Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on commence à répéter ce temps. Ouais. 24 jours, 22 heures, 35 minutes, 10 secondes. Et, euh, et, Et, et ça commence à s'ancrer, en ouais. fait. C'est ça qu'on remarque. Et là, après ça, en fait, c'est devenu un objectif. Donc d'abord, on a trouvé pourquoi ça pouvait être un objectif. Est-ce qu'il y avait un pourquoi, une motivation suffisante? Et oui, on avait une. Et ensuite, en le fixant de façon précise comme ça, là, c'est devenu un objectif. Un objectif qui pouvait être atteint, mais pas sûr du tout, parce que c'était vraiment pas gagné d'être en dessous des 25 jours. C'était possible, mais pas sûr du tout. Et pour y arriver à cet objectif, bah, il allait falloir faire la course, clairement. Et donc, l'effet direct que ça a sur moi, c'est qu'après 19 jours de course, bah, j'ai l'impression de passer une nouvelle ligne de départ. Un petit peu comme si les 19 jours précédents avaient quasi pas existé, que le départ c'était aujourd'hui, qu'en face de moi j'avais une course qui allait durer 5 jours ou un peu moins, et que ça allait être un sprint et qu'il fallait gagner cette course-là.
et qu'elle démarrait aujourd'hui. Donc, nouvelle ligne de départ franchie en mer. Et mentalement, tu vois, on parlait de focus, de concentration au début. Qu'est-ce que ça a changé, tu vois, dans ta manière de réfléchir et du coup d'agir concrètement sur le bateau? Non, mais directement, en fait, quand tu passes la ligne de départ, quand tu es au tout début d'une course, la concentration, elle est à son maximum. Il n'y a pas place pour autre chose. Et donc là, repasser une nouvelle ligne de départ dans ma tête, bah, ça me remet à un niveau de concentration énorme. Et tout ce qui compte à ce moment-là, c'est que le bateau avance vite. La pizza, elle est oubliée, le lit, il est oublié, la douche, elle est oubliée. Il n'y a plus que le bateau qui que recompte à ce moment-là. Et avant de vous partager mon apprentissage, enfin, j'ai deux apprentissages. J'en ai un, vraiment en tant que coach. Il y a eu un moment dans cette séance où on explore les motivations, où j'ai voulu être intelligent. Et j'ai voulu lui proposer une raison pour laquelle ça pourrait faire du sens. Et je lui dis, imagine ce record, du coup, vu que c'est un plus gros record, il tient beaucoup plus longtemps, peut-être même jusqu'à ta mort. Et Quentin a balayé ça, mais d'un revers de la main, en me disant, moi, si le lendemain où je l'ai brisé, ce record, il y a quelqu'un qui se lance sur la ligne de départ, je serai le premier à le supporter et je serai le premier à l'encourager. Je me rappelle très bien. Et moi, ça m'a. C'est parce qu'en fait, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que en mettant de moi dans la séance et dans le sens que ça avait, en essayant de trouver les solutions à sa place, bah, j'ai pris le risque d'aller affecter sa motivation parce que ça lui parlait pas du tout et que si je m'accrochais à ça, il y avait pas de deuxième ligne de départ. Ça juste quelque chose qui lui aurait pas trop parlé, ça aurait amené du flou, ça aurait pas du tout aidé, contribué à le remotiver et le refocaliser sur un objectif qui fasse du sens pour lui. Euh, et donc, quelque part, c'est le premier apprentissage pour moi, ça a vraiment été de se dire, toutes mes projections euh, peuvent potentiellement nuire au coaching que j'apporte à Quentin ou à quelqu'un d'autre. Et de respecter le processus, respecter ma posture d'accompagnant avec mes principes de base, c'est très important parce que sinon, bah, je fais le risque de pas bien accompagner, de projeter et du coup d'éloigner mes clients, dans ce cas-là Quentin, de leur vrai objectif. Le deuxième apprentissage, c'est que c'était uniquement, en fait, quelque chose devient un objectif quand il y a un sens derrière. Là, on en a parlé de manière très positive parce que bah, euh, pour Quentin, c'était l'option de faire encore mieux. Euh, il y a l'objectif, il y a l'inverse. Qu'est-ce qui se passe si il pète son mât au milieu de l'Atlantique et que briser le record du monde n'est plus vraiment une option? euh, Quel objectif recréer, quel sens recréer pour qu'il reste motivé à traverser l'Atlantique. Donc là, on a eu beaucoup de chance parce que c'était dans le sens positif, mais dans le sens où ben, on n'atteint pas les objectifs, recréer du sens, c'est très important aussi. Donc voilà un peu l'idée du sens derrière enfin, l'idée du sens derrière les objectifs et comment c'est ça qui vient euh, remotiver. Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu veux encore partager par rapport à ce moment, à cette séance? Bah, que ça a bien marché, vu que ça a donné lieu à un temps de course de 24 jours, 19 heures, 31 minutes. Donc, un Ouais, peu même en 19 dessous heures, de ce même oui, en dessous de ce de ce qu'on avait que ce qu'on avait ancré comme temps. Et ça s'est finalement pas joué à grand-chose non plus, parce que 19 heures, bah, c'est 5 heures en dessous de la barre des 25 jours. Donc, je pense vraiment que ça a eu un impact considérable sur le fait d'être en dessous des 25 jours, cette séance-là. Je le sais, j'en suis sûr. Ok, merci. Christophe, on se tourne vers toi. Alors, donc, je reviens dans la séance pour vous dire, je me tourne vers ma collègue Juliette qui nous dépouille les votes. Alors, Juliette, est-ce que tu peux m'indiquer si c'est toujours l'histoire motivée malgré le succès ou l'échec qui est en numéro un? Oui, c'est toujours le cas, sauf erreur de ma part. Donc, c'est parti pour cette histoire. Bon,
On est désolé et pas complètement de vous faire choisir parce que ben, nous, on a 10 histoires et on aimerait présenter 10 histoires. Donc, si vous êtes vraiment curieux de ces autres histoires qu'on a à présenter, n'hésitez pas à revenir vers nous et à créer des moments autour du feu de convivialité pour qu'on puisse vous présenter ces autres histoires de coaching qu'on a vécues. On n'arrivait pas à choisir en fait pour la troisième, et donc on s'est dit bah, pourquoi pas vous laisser choisir vu qu'on avait du mal à le faire. Ouais. Et donc du coup, motivé malgré le succès ou l'échec, C'est c'est ça. l'histoire qui a été choisie, Ouais. c'est ça? Ouais. Ok. Ben là, on est en 2024, donc je viens de faire ma première transatlantique en solitaire fin de l'année 2023. Et je suis un peu dans une année de transition. Je sais déjà que j'ai envie de continuer la course au large, que j'ai envie d'en faire mon métier même. Mais les projets pour la suite ne sont pas encore hyper bien précisés. Et donc, je refais une année, une saison de course, comme on dit, sur le circuit que j'avais déjà fait pendant 2 ans. Et donc, je refais une saison en 2024 qui est exactement la même que celle que j'avais faite en 2022, avec les mêmes courses. Sauf que bah là, ce qui s'est passé entre les deux, c'est qu'il y a eu la première transatlantique qui était réussie. Là, l'objectif pour moi, c'était juste de la finir. Il y avait pas d'objectif, en tout cas de résultat. Il y avait un objectif de bien faire les choses, mais pas d'objectif de résultat. Euh, et, euh, et là, par contre, bah, une nouvelle saison qui commence. Et là, ce que je me dis, c'est quoi? J'ai juste envie de refaire cette course que j'ai déjà faite. C'est la grosse course de la saison. C'est en juillet. C'est une course qui va de France jusqu'aux Açores et retour, en solitaire aussi. Et je me dis, quoi, est-ce que je vais juste la faire pour la faire? Et en fait, le souci, c'est que dans les 2 semaines qui précèdent une course, bah, j'ai vraiment le nez dans le guidon dans la préparation technique. Et donc, c'est une question qui est un peu latente, mais sur laquelle je travaille pas. Je n'essaye pas spécialement de trouver une réponse à ça. Et je pense 2 jours avant le départ, quelque chose comme ça, on avait prévu de faire une session avec Victor. Et ça devient le sujet en fait de cette session. C'est quoi le but de cette course? C'est quoi l'objectif de cette course? Parce que pour toi, ne pas avoir de but, qu'est-ce que ça aurait changé? Ah, ça aurait changé très certainement l'attitude que j'allais avoir sur le bateau. Le but, ça restait quand même de finir la course et d'arriver au bout. Ce qui est déjà en course au large, ce qui peut déjà être vu comme un petit succès en soi, c'est d'aller au bout de la course. Mais je sentais que c'était pas suffisant. Ça avait été mon objectif les 2 années précédentes, et là, il fallait autre chose. Et alors, ce qui est intéressant, c'est finir une course ou pas la finir, c'est un objectif binaire. C'est oui ou non, c'est un ou zéro. Et le contrôle sur cet objectif, il est assez limité. Il y a quelque chose qui se passe, une rafale. Bon, tu peux toujours essayer d'influencer, mais il y a des choses qui se passent. Tu casses le bateau, tu finis pas, et pourtant, peut-être que tu faisais une très belle course. Et, euh, et donc, euh, faut se poser enfin, la question qu'on se pose dans ces cas-là, c'est pourquoi est-ce qu'on se fixe des objectifs? Au final, c'est pour être fier de ce qu'on a fait. C'est pour se réaliser à travers des objectifs. Et souvent, quand il y a ce truc un peu binaire, gagner ou perdre, et que c'est pas sous le contrôle, bah, cette fierté, elle est pas sous notre contrôle non plus. Et donc, ce que je fais quand je travaille bah, même enfin, avec tout type de clients d'ailleurs, quand on travaille avec des objectifs, c'est je stretch cet objectif oui/non sur un axe de la fierté et de la honte, de dire bah, de quoi est-ce que tu serais très très fier, de quoi est-ce que tu serais un peu fier, de quoi est-ce que tu aurais un peu honte et de quoi est-ce que tu aurais très très honte. Et en fait, on crée des niveaux différents de l'exploit au désastre. Et d'ailleurs, pour revenir à l'histoire d'avant, on avait créé du coup pour le record du monde aussi ces différents niveaux. Et en dessous de 25 jours, c'était C'était l'exploit. l'exploit. Ouais. C'était l'exploit. En dessous de là, on était vraiment sur performance et résultats. Et, euh, et donc, on commence à travailler sur ces niveaux en disant, bah, tu vois, les différents niveaux de résultats, tu finis sur le podium. Voilà, ça c'était un exploit. Et puis, et on définit comme ça. Donc, les différents niveaux qu'on définit, c'est exploit, performance
résultat, déception, échec, désastre. Euh, on définit les différentes places et après, il y a un peu ce truc où on va mettre ça de côté et dire en fait, c'est pas exactement sous ton contrôle. Les résultats, il n'est pas sous ton contrôle. Ce qui est sous ton contrôle, c'est l'attitude que tu vas avoir durant la course. Des marqueurs qui font que tu serais extrêmement fier de ton attitude. C'est une attitude exploit, une attitude perf, une attitude résultat. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresserait, et peut-être que tu peux partager, tu vois, parce que les places, ça parle, mais pour toi, en termes d'attitude, les différents niveaux, comment est-ce que sur le bateau, c'est quoi tes différents niveaux d'attitude sur un bateau? Oui, tout à fait. Et en fait, donc ce modèle-là, depuis la course en 2024, on l'a réutilisé sur chacune des courses. Et pour répondre à la question, je vais prendre l'exemple de la tentative de record ici du mois de janvier. Le désastre, pour moi, on l'avait défini comme un abandon de course sans raison valable. Ça veut dire s'arrêter à un moment donné, stopper la course et aller se dévier sur une île, sur un port, sans avoir fini. Donc, abandon sans raison valable, ça c'est le désastre. L'échec, c'était arriver au bout, mais ne pas battre le record parce que je ne me suis pas donné suffisamment à fond. Hmm. Et la déception, c'était devoir abandonner parce qu'il y a eu un problème qui n'est pas lié à ma volonté. Et donc là, ce n'est pas nécessairement mon attitude qui est mise en cause. C'est par exemple le bateau des maths, ça peut arriver, on perd le mât. Mais ça veut dire que les deux pires scénarios, le désastre et l'échec, en fait, j'ai le contrôle dessus. Parce que c'est abandon sans raison valable ou pas de record par ma faute parce que je ne me suis pas donné à fond. Et en fait, je peux prendre le contrôle euh, sur mon attitude pour éviter ces deux pires scénarios. Donc en fait, j'ai le contrôle sur ces deux pires scénarios. Et ce travail-là, cette méthode-là, elle permet de se rendre compte que un objectif binaire qui a l'air pas sous contrôle à la base, en fait, on peut apporter de la granularité dans les objectifs et reprendre le contrôle sur les différents niveaux d'objectifs. La grosse différence que ça donne, c'est l'attitude. Parce que la clé de tout ça, pour pas tomber dans les deux pires scénarios, c'est tout ce que je peux faire, c'est l'attitude que je vais avoir sur le bateau. Donc, être à fond dedans, être mentalement fort dans les conditions difficiles, et puis être rapide dans mes prises de décision, ne pas postposer les choses, faire mes manœuvres rapidement, régler mes voiles dès qu'il faut les régler. Et là, tout est dans l'attitude. Et ça Et, permet de prendre conscience de ça. et c'est des choses qui sont entièrement sous ton contrôle. Ouais. Et je pense qu'on a même défini voilà, nombre d'heures où il est hyper focus par jour. Enfin, en fait, il y a des marqueurs très clairs qu'on peut définir pour, euh, pour cadrer l'attitude qu'on veut avoir sur les différents niveaux. Et pourquoi est-ce que ça, c'est important? Qu'est-ce que ça peut apporter? Bah déjà, l'objectif, il est sous votre contrôle. Donc, aller vers le désastre, c'est sous votre contrôle. Si vous êtes au niveau perte, et que vous avez encore le choix de est-ce que je vais remonter vers le résultat ou est-ce que je vais redescendre vers un vrai échec. Et quand je suis à l'échec, est-ce que je bouge mon attitude et je vais essayer de remonter à un niveau au-dessus ou est-ce que je vais vraiment me laisser aller et on va au désastre. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est vraiment sous contrôle et c'est très motivant en fait. Cette granularité, elle est motivante euh, parce qu'il y a toujours le niveau d'au-dessus. Et quelque part, c'est ce qui s'est passé sur le record, c'est que on avait défini l'exploit et il y a un moment où l'exploit est devenu possible et c'est ça qui a pu. Alors on avait trouvé le sens derrière l'exploit en plus, mais il avait déjà été là, on l'avait déjà défini. Et en fait, en préparant cette session, je m'étais rendu compte que j'avais oublié le top de la pyramide, donc l'exploit des 25 jours. Je l'avais plus du tout en tête pendant la course. Moi, j'étais calé sur le résultat. Mm. Et ça, de nouveau, c'est dans tous les domaines comme ça. C'est est-ce que je vais faire une vente aujourd'hui? Pas nécessairement sous mon contrôle. Le nombre d'appels que je vais faire à des prospects, c'est sous mon Ouais. contrôle. Donc vraiment, à chaque fois, aller se poser cette question de qu'est-ce qui est sous mon contrôle et comment est-ce que je peux le transformer en spectre par rapport à, et j'ai de temps en temps un feedback un peu négatif là-dessus, mais par rapport à la fierté et la honte. Parce que bah, la réalisation de soi à travers des objectifs, c'est ça qu'on va chercher. On cherche à se rendre fier, peut-être même rendre d'autres personnes fières, mais bon, ça,
c'est un autre sujet. On va pas débriefer tout ça aujourd'hui, mais vraiment, et de quoi est-ce que j'aurais honte? Donc de vraiment aller stretcher l'objectif avec cet axe-là, c'est ça qui permet de créer un cadre d'objectif très clair. Et vous n'êtes pas obligé de le faire avec 6 niveaux, hein, ça peut être avec juste 4 niveaux, ou même 3, satisfaisant, réjouissant et exaltant, par exemple, ou décevant. Enfin, mais allez créer votre spectre de granularité pour vos objectifs sous vos contrôles. C'est ça qui peut faire en sorte que vous restiez motivé malgré les échecs ou les succès. Et un autre truc que ça a apporté aussi, cette session-là, donc ces objectifs-là, avant la tentative de recon, on les a fixés, je pense, la veille ou l'avant-veille. Ou l'avant-veille. Et la veille, on fait une visio d'équipe avec toute l'équipe qui travaille, qui a préparé ce record avec moi pendant plus d'un an. On est 7 au total dans l'équipe. Et on partage cette échelle d'objectifs. Qu'est-ce que ce serait pour moi un désastre? Qu'est-ce que ce serait un échec? Au contraire, qu'est-ce que ce serait un exploit? Qu'est-ce que ce serait une performance? Et on quantifie tout ça et on partage. Et ça, d'abord, ça crée à ce moment-là une grosse cohésion d'équipe parce qu'on est tous, on regarde tous vers la même chose. On est tous alignés sur cette échelle d'objectifs. Et comme conséquence directe que ça a à plusieurs moments pendant la course, c'est mon routeur, Basile Rochu, qui est un peu mon copilote depuis la Terre, qui me donne les prévisions météo, les propositions de trajectoire. Et ben, il commence à prendre des décisions par rapport à cette échelle d'objectifs. Et à un moment donné, il décide de m'envoyer dans une zone de vent un peu plus fort parce qu'on sait que l'objectif qu'on s'est fixé, il était d'autant de jours et que pour y arriver, il fallait passer par là. Donc ça a directement un impact de cohésion dans l'équipe, le fait de le partager, et puis de réponse opérationnelle, de décisions qui ont été prises par des membres de mon équipe parce qu'on l'avait partagé et parce qu'on l'avait d'abord défini. Donc très vertueux. Ouais, super. Merci à vous deux, merci pour cet échange. Voilà, ça passe vite, ça passe C'est très vrai. vite. On vous aurait encore bien écouté pour quelques histoires. Malheureusement, on arrive au temps, ou heureusement, on arrive au temps des questions-réponses. Alors, avant tout, je reprends le message de Raphaël, très inspirant. Je pense que Merci. on peut pas dire autre chose. Merci. Merci à vous deux pour cet échange, pour le format aussi de cet échange que vous avez choisi, qui, je trouve, est très, très interactif et ludique à la fois. Et je trouve que c'est une bonne façon de découvrir ton sport, Quentin, et cet envers du décor, mais également ton métier, Victor. Donc vraiment, merci à vous deux. Et Quentin, Tizio est vraiment, et là je parle vraiment pour toute l'équipe, on est vraiment très fiers de pouvoir te soutenir dans cette aventure et de voir ce que tu réalises. Alors, je me tourne maintenant vers les questions. Première question de Stella. Alors, Quentin, mais je pense que ça s'adresse aussi à Victor. Selon vous, quelle est la plus grande idée reçue sur la performance mentale? Selon vous, quelle est la plus grande idée reçue sur la performance mentale? Là, tu pourras peut-être mieux répondre que moi parce que tu as vu plein de profils et plein de gens différents. Ouais. Euh, On n'a pas commencé par la question la plus Bah, facile. alors, oui, alors déjà, je pense que c'est une question subjective. Moi, ce que j'amènerais, c'est la différence entre je dois et je veux. Et tout ce que ça crée. Il y a une vision de la performance mentale. Ça doit être dans la dureté, c'est résilient, c'est un peu militaire. Et alors que les, les personnes que j'ai vues et accompagnées qui performent au mieux, c'est des personnes qui ont développé un lâcher-prise euh, très fort. En fait, c'est intéressant, mais c'est comme taper une balle de golf. Pour faire le meilleur swing possible, il faut être hyper détendu. Et donc, mais musculairement détendu. Et on a cette image de quand je veux taper très fort, faut que je force.
Et non, pas du tout en fait. Si je veux taper très fort et amener la balle très loin, faut que mon corps il soit hyper aligné, que ma chaîne musculaire elle soit détendue et en même temps puissante. Et du coup, la force mentale, l'idée reçue, je pense que c'est que c'est ce truc de il faut être fort, il faut être résilient, résister. Mais non, la force mentale, c'est cette capacité à équilibrer différentes forces en nous. Et donc, des personnes qui sont très fortes, c'est des personnes qui peuvent être très empathiques, qui peuvent, par exemple, très bien exprimer leurs émotions, qui ont cet équilibre entre leurs forces, plus que de l'excellence dans un domaine. Voilà, Merci. ce serait mon interprétation. Est-ce que toi, tu veux dire, rajouter quelque chose à ça? Belle C'est question. déjà très complet, mais à mon avis, il y a d'autres questions qui suivent. En effet, oui. Donc, question suivante de Caroline. Donc, super webinaire. Merci, Caroline. Comment gérer l'épuisement mental dans les périodes longues? Euh, et ça, je peux peut-être y répondre. En fait, en course au large, donc, ou dans n'importe quel sport qui s'étale sur des longues périodes, plusieurs jours, ce qu'on essaye à tout prix, c'est d'avoir des émotions les plus stables possibles. Donc de ni tomber dans des états d'euphorie, ni dans des états de déprime. C'est dans les deux sens. On a une histoire On a une par histoire rapport à là-dessus. ça. Et ça, c'est vraiment important. C'est essayer de garder une sorte d'électroencéphalogramme émotionnel plat. Ça peut paraître un peu gris, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Parce que la fatigue physique, la solitude aussi, quand on navigue en solitaire, ça va avoir tendance à exacerber les émotions dans le positif et dans le négatif. Donc au lieu d'avoir quelque chose comme ça, on a un truc qui monte et qui descend. Et à chaque fois, c'est une situation dangereuse d'être dans un pic ou dans un creux, tout simplement au niveau des décisions qu'on va prendre, dans mon cas sur le bateau, et c'est mauvais au niveau de la performance de façon très directe. Et donc, ce qu'on essaye, c'est ouais, d'être le plus stable possible au niveau émotionnel. Et ça permet d'éviter justement l'épuisement mental. Parce que je pense que l'épuisement mental, c'est pas nécessairement la longueur, la durée, mais ça va être les pics et les creux et faire un delta comme ça de variation émotionnelle. Et donc, essayer de le garder le plus stable possible et ça marche bien. Si je peux rajouter un petit truc. Oui, vas-y, Victor. Parce que là, il y a en course, mais il y a aussi le projet de longue durée. Et c'est de penser à la récupération. Je travaille avec beaucoup de personnes qui, quand elles viennent, elles ne peuvent pas s'arrêter. Et, euh, et en Formule 1, la voiture qui gagne la course, c'est pas celle qui s'arrête jamais. C'est celle qui fait les bons pit stops pour changer les pneus, remettre de l'essence et repartir dans la course. Et donc cette notion de récupération effort, elle est hyper importante. Et tu as sûrement dû développer des mécanismes de récupération mentaux et physiques, même quand tu es 25 jours sur le bateau. Tu dors très peu, certes, mais tu cherches à dormir à certains moments spécifiques et il y a peut-être aussi d'autres techniques mentales que tu as développées pour penser à cette récupération. Voilà. La récupération est une clé et un pilier vital de la performance. Alors, j'enchaîne avec une question de Simon. Simon donc, nous dit, dans la mesure où la voile est un sport où les conditions extérieures sont très importantes, comment gère-t-on cette frustration? Quel mécanisme peut-on mettre en place? Je pense d'ailleurs que pour les entrepreneurs, les conditions extérieures sont également impactantes. Donc cette question est très intéressante. En fait, en voile, en course au large, a fortiori, on va chercher volontairement des zones où la météo peut être un peu forte, parce que c'est ce qui fait parfois avancer vite. Et donc, on prend vite conscience qu'on n'a pas de contrôle sur notre environnement. Et ça devient assez clair. Et puis, on prend conscience surtout qu'il faut surtout pas essayer de s'y opposer et essayer de le combattre, parce qu'on perdrait. Mais ça ne veut pas du tout dire pour autant qu'on est impuissant. Et là, je fais référence au mot frustration. Au contraire,
on a un bateau dans lequel on a confiance. Et si on a confiance dans nos capacités à contrôler le bateau, alors on peut garder la tête froide, rester lucide, continuer à prendre de bonnes décisions, même quand c'est le chaos autour de nous. Parce que on peut adapter le cap, on peut adapter les voiles, on peut adapter l'équilibre du bateau, on peut adapter sa vitesse pour justement utiliser les conditions extérieures qu'on ne contrôle pas, mais les utiliser de la meilleure façon possible à notre avantage pour avancer vers l'objectif. Je pense en business, tu parlais d'entrepreneuriat, Christophe. En business, il y a une infinité de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Mais on a construit une chose dans laquelle on croit, on a une vision, on a une équipe dans laquelle on croit, et puis surtout, on a la capacité de s'adapter, de changer de cap sans perdre sa vision, de rééquilibrer les choses. Il n'est jamais question d'essayer d'éviter la tempête ou d'éviter le vent fort, mais plutôt de savoir traverser, passer au travers et l'accepter. J'ai Oui. envie de te rappeler une autre phrase que tu as dite hier en conférence. Dans ces moments-là, c'est bien de se rappeler qu'on a choisi d'être là. On a choisi d'être là. Et on a On signé a, pour ça. on a signé pour ça, c'est notre cadeau. Parce que dans la traversée, il y a je sais plus comment ça s'appelle, là, à l'avant du Le bateau coup qui se dehors, casse. ouais. Et donc, ça lui a pris 6 heures de nuit. Il y a une vidéo incroyable à propos de ça, pour changer ça, malgré les vagues et tout. Et avec le sourire parce que ben, c'était prévisible et tu avais choisi d'être là. Quelque part, c'était ton cadeau de pouvoir réparer ce truc en pleine mer pendant la nuit. Et Victor, si je me trompe pas, c'est quelque chose aussi que vous avez travaillé par de la visualisation mentale, c'est le travail de ces problèmes? Euh, on travaille beaucoup, pas des problèmes spécifiques, mais l'attitude de Quentin face à n'importe quel type de problème. Donc si vraiment il y a quelque chose qui va pas, quelle est l'attitude qu'il veut avoir? Parce que les problèmes, enfin, on ne peut pas se préparer à chaque problème spécifiquement, mais on peut vraiment trouver l'attitude, les ressources internes, les valeurs que Quentin a envie de vivre face aux problèmes. Et donc ça, c'est vrai on a beaucoup bossé là-dessus, mais dans les 3 années. Et aussi, ben, notamment aussi face à la recherche de sponsors, face à de l'urgence, face à des problèmes sur le bateau, face à des forces qui sont venues un peu parasiter le projet. Donc oui, ça, on le bosse beaucoup, notamment à travers de la visualisation. Ouais. On a une question de Lou. Quel parcours professionnel avez-vous eu pour en arriver à collaborer avec Quentin? Donc, question pour Victor. Pour moi, alors moi j'ai fait la sociologie et l'anthropologie, puis la sociologie des organisations. J'ai fait du sport à relativement haut niveau. En tant qu'étudiant, j'ai eu la chance de travailler pour quelqu'un qui s'appelle Alain Goudsmet de Mentally Fit. Peut-être qu'il y a quelqu'un de Mentally Fit qui est là aujourd'hui. Oui, c'est possible. J'ai vu que quelques personnes de chez Mentalifit Bah voilà, je leur fais un gros qui coucou. s'étaient Moi, inscrits à ce webinaire. ça a été mon centre de formation. Alain Goudsmet a accompagné l'équipe nationale belge de hockey au JO de Pékin et puis au JO de Londres pour les femmes. Et j'ai eu la chance de travailler chez lui à 21-22 ans, de réaliser que c'était ça que je voulais faire. Et donc, j'ai fait énormément de formations en coaching à côté de mes études, en coaching systémique, en PNL, voilà, plein de formations. Je me suis formé auprès d'un institut agrégé par ICF, donc la Fédération internationale de coaching, ce que je pense qui est très important, en fait, parce que je pense que le coaching en soi, qu'on fasse du coaching mental avec des sportifs ou qu'on fasse du coaching en entreprise, la base, c'est de bien connaître l'éthique et la posture de coach. Et j'ai fait 3 années dans un cabinet de conseil en change management, en facilitation. J'ai fait beaucoup de facilitation et de formation. Et maintenant, je me suis lancé il y a 5 ans et demi en tant qu'indépendant et je travaille avec des sportifs, des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs sur tout ce qui est mental et émotionnel dans la performance. Merci Victor. Encore une question pour toi. Donc Victor, le mental est comme un muscle qu'on entraîne. C'est vrai. Et pour en revenir à mon propos d'avant, les muscles ont besoin de récupération. Ça sert à rien d'aller à la salle de muscu tous les jours. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de dormir, ils ont besoin de s'étirer.
ils ont besoin de câlins. Les muscles ont aussi besoin de récupération. Et le mental aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres. Je pense que nous avons fait le tour du sujet parfaitement dans les temps. Encore un grand merci Victor et Quentin pour ce webinaire où on a eu une grande participation. Donc je remercie également toutes les personnes qui ont participé et interagi lors de ce webinaire et qui nous ont rejoints. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer un petit mail à bonjour@tizio.com si vous souhaitez en savoir plus sur le club Tizio et être tenu au courant des prochains webinaires où il y a de fortes chances qu'on retrouve Quentin. N'hésitez pas à nous envoyer donc ce petit message, on vous tiendra au courant. Encore une fois, merci à vous deux, merci pour l'interactivité, merci pour ces histoires très inspirantes. Et je vous souhaite une bonne journée et surtout à très bientôt. Merci à vous. Merci à tous. Merci Christophe. Je crois qu'il est encore là.